Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et bienvenue sur Ici Écho. L'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, reprendra sa mission à Beyrouth après la fête nationale française le 14 juillet. Entre-temps, il aurait discuté avec les responsables américains et saoudiens d'une série d'idées qui peuvent servir de base pour une initiative susceptible de contribuer au déblocage de la présidentielle. Ces idées tourneraient autour d'un package qui porterait, en plus de l'élection d'un président, sur la composition du gouvernement, les nominations et les réformes à réaliser. Au moment où la communauté internationale appelle sans cesse à la mise en œuvre rapide des réformes au Liban, car de nouveaux retards conduiront inévitablement à une détérioration du taux de change du dollar contre la livre libanaise, à une grande inflation, à une baisse des réserves de la Banque centrale du Liban, et les conditions sociales deviendront de plus en plus insupportables. Certes, il n'est pas trop tard pour que les responsables libanais traitent la crise et mettent le Liban sur la voie de la relance. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'injection des dollars des expatriés et des touristes sur le marché, le taux de change s'est légèrement apprécié. Mais que deviendra ce taux de change à la fin des vacances estivales? Pour le Fonds monétaire international, l'économie libanaise fait face à une crise monétaire, souveraine et bancaire sans précédent qui dure depuis plus de 3 ans et aucune mesure adéquate n'a été prise jusqu'alors pour y faire face. Le fonds a par ailleurs relevé dans un rapport publié pour l'année 2023 que l'économie du pays s'est contractée d'environ 40% depuis le début de la crise, tandis que la livre libanaise s'est dépréciée de 98% de sa valeur. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les actualités économiques et politiques ainsi que sur les solutions envisageables pour la relance économique du pays avec le député du Rassemblement démocratique Marwan Ahmedi. Nous abandonnerons également les différents scénarios liés au départ du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salemi, et les questions relatives aux circulaires de la Banque centrale avec le doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, Midel Fouad Mekhol. Je commence directement par le communiqué qui a été publié par les vice-gouverneurs de la Banque du Liban. Quel est votre commentaire? Écoutez, commençons par finalement être très clair et très objectif. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement clair que d'ici la fin du mois, exactement le 31 juillet 2023, le gouverneur de la Banque centrale tournera une grande page de son histoire et l'histoire de la Banque centrale, parce qu'il est très clair que tout ce que nous avons entendu par rumeur sont toutes erronées, et terminera finalement son mandat. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Et il n'y a aucune autre solution, parce que la seule solution d'avoir un nouveau gouverneur était d'avoir quand même ou un accord ministériel, ce qui a été démontré qu'il est impossible d'avoir un nouveau gouverneur sur le Premier ministre et les ministères des Affaires courantes, et la deuxième, d'avoir un président de la République qui pourrait avoir un nouveau Premier ministre et nommer un gouverneur. Donc aujourd'hui, je pense que les masques sont tombés, ou les cartes sont extrêmement claires, que d'ici le 31 juillet 2023, nous n'aurons plus un Mais, gouverneur officiel de mais la Banque certainement, mais quelles centrale, seront les et les rênes retombées, seront les tenues par le conséquences premier, d'une premier démission? vice-gouverneur Oui, Mansouri. vous permettez, mais quelles seront les conséquences, les retombées d'une démission possible des vice-gouverneurs ou bien du conseil? Bon, écoutez, les retombées sont très négatives, parce qu'aujourd'hui, si nous suivons un peu exactement la Constitution, et si nous suivons les grandes lignes, les vice-gouverneurs, quel que soit le cas, on va oublier un peu le cas libanais, sont tenus de tenir les rênes de la Banque centrale en cas de vacances. Donc, en cas de vacances totales des vice-gouverneurs et de la Banque centrale, nous tombons dans un très très grand problème dramatique. Bon, aussi, on doit être très objectif, avec tous mes respects aux vice-gouverneurs. Les vice-gouverneurs ont été nommés aussi par un accord politique. C'est vrai qu'ils ont toutes les capacités financières et techniques pour le fond, pour l'être, mais aussi ils sont plus ou moins rattachés au suivre de certains mouvements politiques qui, à mon avis, ne permettront pas une démission aussi facile. Je pense que l'objectif de communiquer, et à juste titre, était pour mettre vraiment la pression sur la politique, et pas seulement d'avoir un gouverneur, mais de remettre le pays sur les rails et de suivre une certaine structure. Une banque centrale, quelle qu'elle soit, libanaise ou autre, est obligée d'avoir quand même un conseil des ministres très efficace, avoir un législateur qui suit, avoir des réformes et pouvoir fonctionner.
Donc aujourd'hui, une banque centrale dans l'état actuel où nous avons vraiment un pays au bord de l'effritement, où on n'a presque aucune institution publique et étatique qui travaille, qui n'ont presque plus de réserves. Donc aujourd'hui, une banque centrale, quelle qu'elle soit, ne Mhm, peut pas travailler sans qu'il y ait vraiment tous ces points. Donc mhm, je pense que les vice-gouverneurs ont voulu tirer la sonnette d'alarme, mettre une grande pression pour avoir pas seulement un nouveau gouverneur, mais pour avoir une couverture spécifique pour pouvoir travailler. Il faut dire que le gouverneur Riyad Saleh, à tort ou à raison, on ne va pas tirer les boulets rouges ni défendre, mais quand même a pu plus ou moins tenir durant ces 30 années, quelle que soit la crise financière, mais surtout on parle de la guerre de 2006, de l'assassinat de président Hariri en 2005, c'est-à-dire il a pu plus ou moins trouver certaines solutions pour trouver un certain équilibre. Et aujourd'hui, par les circulaires 151, 158, 161 autres, on a un équilibre qui a été plus ou moins tenu, en mhm. tout cas, sur la monnaie d'échange. Alors C'est clair. qu'aujourd'hui, les vice-gouverneurs, s'ils vont commencer sans couverture politique, sans vraiment avoir d'argent sur les points et sans avoir de support, ça sera extrêmement difficile Mhm. à eux de gérer la situation pour les mois à venir. C'est clair. Donc voilà, P- par ce communiqué, Dr Zmakhoul voulait dire que les vice-gouverneurs étaient là à dire, à faire pression qu'il faut élire un président d'une façon indirecte, certainement, mais l'important c'est de nommer un nouveau gouverneur pour pouvoir remettre les choses sur les rails. Regardez, encore une fois, pour donner plus de détails, je pense qu'aujourd'hui, par ce communauté, c'est normal qu'il y avait une question de pression, mais en même temps, ils ont extrêmement, je ne vais pas dire peur, mais une très grande responsabilité leur tombe tout d'un coup sur les épaules. Hmm, Encore une fois, il n'y a plus de point d'interrogation. C'est très clair que le 31 juillet, le premier vice-gouverneur prendra les rênes de la Banque centrale, même si c'est intérimaire, accompagné des vice-gouverneurs. De très grandes décisions vous et une parlez très bien grande ici de responsabilité va responsabilité, leur de grande incomber. Et responsabilité. de toute façon, Oui. ça sera extrêmement compliqué, en tout cas, de gérer la période actuelle Hmm, avec un gouvernement démissionnaire et avec une vacance mhm. présidentielle et avec, je dirais, une nouvelle, je dirais, gestion de la Banque centrale. Hmm. Mais comment expliquer la relative stabilité du taux de change depuis le 21 mars dernier? Alors, c'est une très, très, très bonne question et encore une fois, je vais donner des réponses techniques et d'autres réponses que personne ne peut savoir. Aujourd'hui, bon, le taux de change, c'est de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il est extrêmement clair que la Banque centrale a beaucoup réduit, en tout cas, la masse monétaire en livres libanaises. Une grande partie de la masse monétaire a été retirée du marché à plus de plusieurs niveaux et de façon directe et indirecte. Et on sait qu'il y a eu une injection de cash et il y a eu pas mal d'apports de cash. Donc, une économie qui a été plus ou moins à 80% dollarisée. Et Dollarisé. on a vu sur le dernier rapport de la Banque mondiale qu'on a toujours nos 6 ou 7 milliards de dollars qui venaient de façon directe. Et on sait très bien qu'on a un grand taux de change et pas mal d'apports de fonds qui viennent d'une économie noire ou d'une économie indirecte qui n'est pas claire. Donc aujourd'hui, je pense que les masques sont tombés, le taux de change a pu se maintenir par cette offre et cette demande, mais ceci ne peut pas durer. Hmm, Si on a vraiment, encore une fois, des dollars qui vont sortir du pays, si on aura encore une fois cette demande qui va s'accroître devant l'offre, je pense que malheureusement, le taux de change peut lâcher. Je vais hmm, dire un autre point, et là, je ne peux pas savoir, je pense qu'il est clair que finalement, le taux de change, encore une fois, le taux de change réel que nous voyons, il ne faut pas oublier qu'on a deux taux de change réels. Le taux de 15 000 qui est fait pour poursuivre le R4 caché de ce qui reste de dépôt et on a un nouveau taux officiel qui sera bientôt le taux de Sairafa qui est là pour les paiements. hmm. Quant au taux du marché noir, ben, on a vu que finalement le grand bras de fer entre le taux du marché noir et le taux de Le taux de Sairafa Saïrafa. finalement était plus ou moins relié. Et le taux du marché noir a fait marche arrière. Ce qui nous prouve deux choses. Ce qui nous prouve que le marché noir n'est pas seulement tenu par des mercenaires, n'est pas seulement tenu par des changeurs cachés, mais il peut avoir aussi une main, je dirais, politique et une certaine relation. Je dis parce qu'il n'y a rien de technique qui Hmm. explique comment d'un coup on a pu plus ou moins stabiliser ces deux taux. Mais encore une fois, on Mais sait qu'il y a vous êtes tellement de taux convaincu, de docteur choses noires, Zmakhoul, il y a tellement de plateformes. vous êtes convaincu que la Banque centrale aujourd'hui est capable de contrôler les deux taux de change? Elle a pu contrôler le taux de Saïrafa et le taux de change du marché noir d'une Est-ce façon que je indirecte. suis convaincu qu'elle peut le faire toute seule? Non. Elle peut affluer? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la Banque centrale, en retirant les livres libanaises du marché, en pouvant avoir accès elle-même à des grandes positions de dollars, a pu injecter plus de dollars. Encore une fois, à mon avis, sans toucher aux réserves cette fois, parce qu'on a eu pas mal de dollars qui Mais la sont rentrés question dans est le là. système. Mais la question est là. Est-ce que la BDL possède encore ces moyens-là pour pouvoir intervenir, pour pouvoir continuer à contrôler?
ce Alors ça, marché? c'est la grande question qui coûte bientôt 1 milliard de dollars. Est-ce que la Banque centrale peut continuer? C'est la question qu'on doit poser. Est-ce que la Banque centrale, après Riyad Salem, pourra suivre ces sortes d'ingénierie? Et là, personne ne peut savoir. Je l'espère de tout cœur que les vice-gouverneurs pourront suivre un peu des critères et une procédure claire pour maintenir plus ou moins ce taux de stabilité. On pourrait même dire qu'on a une injection de fonds qui pourrait venir encore une fois par une période estivale qui s'annonce assez positive, Hmm, une économie qui a plus ou moins repris. Donc, on pourrait même voir un taux de change qui peut tomber. Hein, je ne veux pas être uniquement négatif. On pourrait même voir un taux de change qui descend sous hmm. la barre des 90 000. Mais encore une fois, on ne peut pas baser une économie uniquement sur des petites solutions à court terme. Nous avons besoin d'une stratégie claire, nous avons besoin de réformes et nous avons de respect de constitution. Il faut Encore une commencer fois, on aujourd'hui est sur donc des taux par de élire. change extrêmement Donc vous voulez dire fragiles, qu'il faut commencer? extrêmement volatiles. Encore une fois, on peut pouvoir voir une baisse parce que l'économie s'est stabilisée plus ou moins sur un PIB qui avoisine les 20 à 25 Hmm. milliards. Mais encore une fois, sans des réformes, sans une constitution, sans avoir un plan, une stratégie nette, ce taux peut être très volatile et pourrait remonter aussi sur des 140 000 ou 150 000 pour des pressions politiques. Donc On a un taux de change qui n'est pas technique, et là je veux très insister, on a un taux de change qui est beaucoup plus politique politique que technique. et suivi par tellement de points qui sont Donc il hors de faut commencer contrôle et loin aujourd'hui de par toute élire un technique président de la financière. République. Il faut aujourd'hui passer par la suite à former un nouveau gouvernement, un plan de relance, une nouvelle politique monétaire et économique pour pouvoir mettre le pays sur les rails de la relance. Écoutez, le point, si on va suivre de 1, de 3, comme vous le demandez, c'est très clair. Le premier, on est obligé de respecter la Constitution pour ramener une partie de la confiance. Parce que sans confiance, on ne On ne pourra peut jamais rien remettre faire. le pays. Et aujourd'hui, la Constitution qui est respectée, c'est un président de la République, évidemment Premier ministre, par la suite un ministère efficace qui puisse suivre non les affaires courantes, mais un vrai exécutif, Hmm. et bien sûr un gouverneur de la Banque centrale, sans parler aussi du pouvoir sécuritaire, qui est aussi intérimaire. Donc aujourd'hui, la structure est très claire. Les grandes réformes, la première, ça va être la réforme du secteur bancaire, parce que sans secteur bancaire, on ne peut pas avoir Avec d'économie. la Sans secteur bancaire, restructuration on peut aujourd'hui du avoir de secteur. relance. Et On s'attend à la restructuration du secteur, c'est ça. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la politique monétaire et la politique qui va être appliquée par le Conseil de la Banque centrale, une des orientations des membres du Conseil central de la BDL serait de supprimer Saïrafa, la plateforme de change de la BDL, et de laisser flotter le taux de change du dollar. Quelles seront les conséquences et comment prévoir la durée de stabilité du taux de change sur le marché parallèle si une telle décision va être prise? regardez, aujourd'hui, le taux de change SAIRFA et SAIRFA, je dirais malheureusement, ou peut-être heureusement, c'est une arme à double tranchant, c'est aujourd'hui le moteur principal de ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, je dirais la plupart des entreprises, la plupart des commerçants ou des individus survivent sur SAIRFA, qui prennent des dollars, qui vont les vendre, qui les ramènent, qui les remettent à la banque et qui font plus ou moins, enfin, ils réduisent leurs pertes ou ils font un bénéfice de 10 ou 15%. Aujourd'hui, SAIRFA, à tort ou à raison, est devenu le moteur principal de l'économie libanaise. Hmm. Saïrafa ne peut pas continuer. Saïrafa, est-ce que ça va s'arrêter aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 ans? Ça va être une décision, non pas malheureusement uniquement Banque centrale, mais c'est une décision aussi politique. Encore une fois politique parce qu'il y a des personnes qui sont autour et des personnes qui vont tenir les rênes. On ne va surtout pas nommer, ce n'est pas notre travail en tant qu'être de chef d'entreprise ou d'académicien, mais finalement tout ceci est relié à une stabilité politique. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on veut faire pression politique, on supprime Saïrafa, on arrête Saïrafa et on a vu ça, les gens descendent sur les routes. Hmm. Quand on veut remettre un peu et donner, je dirais, un peu de pain sur la planche, on refait marcher Saïrafa. Logiquement, Saïrafa ne peut pas continuer de la Mais même façon. techniquement, comment Logiquement, on ne sortir peut de pas ça, garder Rafa? le taux de Ma change question est, fixe parce qu'on est sur un oui, taux de change doc- complètement variable, docteur comme l'a dit le Zmekhaoul, Fonds monétaire ou la Banque centrale. techniquement, comment sortir de ça, Rafa? Regardez, c'est pas une sorte de technique, c'est arrêter SAIRFA. C'est-à-dire aujourd'hui, ou bien avoir un SAIRFA qui est un taux de change variable journalièrement. Aujourd'hui, SAIRFA, c'est dire finalement, on va avoir un taux de change variable qui est donné par la Banque centrale, mais variable chaque minute. C'est pas variable chaque mois ou chaque semaine après une réunion du Conseil. Donc l'idée de sortir de SAIRFA, c'est d'avoir un taux SAIRFA qui devient le taux officiel qui est ce qu'on appelle un floating rate, donc variable, mais qui est suivi à la minute. À ce moment-là, SAIRFA remplacera le taux de change de 15 000 qui est complètement fictif et je redis qui est simplement utilisé pour finaliser les dépôts avec un haircut de 85%. On arrive sur un taux
variable officielle de la Banque centrale qui prendrait la place du taux de change noir qu'on voit sur des applications quand même complètement fictives qui sont tenues par des politiques à l'interne ou à l'externe. Et à ce moment-là, SAIRAFA deviendra le taux unifié, officiel, variable de la Banque centrale qui peut changer à tout Mm. moment. C'est la seule et unique solution, en tout cas, que la Banque mondiale, que le Fonds monétaire a dit. Et SAIRAFA ne sera plus utilisé à des fins pour faire certains bénéfices ou autres. Mm. Ça, c'est la Mm. solution. Donc, on revient Mais sur dire une ça- oui, unification du taux de change. docteur Zbekhoul, mais dire floating rate et manque de confiance, sans stabilité, sans restructuration du secteur bancaire, sans stabilité politique, c'est dire quoi? Alors exactement, dire floating rate stabilité, on peut tomber sur un taux de change qui peut monter encore plus haut qu'il était, évidemment. Il y a des très grands risques là-dessus. Donc voilà pourquoi SAIRAFA a été maintenu jusqu'à aujourd'hui, pour garder SAIRAFA vraiment entre les mains d'un pouvoir, je dirais, pas seulement exécutif, mais uniquement financier. Encore une fois, on doit l'accepter. Les solutions ne sont pas très grandes. Aujourd'hui, si on veut vraiment, on a un taux de change qui n'est pas entre les mains, qui est variable, qui est un taux de change noir. Est-ce qu'on préfère avoir un taux de change qui est entre des mains vraiment cachées, qui peuvent le monter et le descendre à des fins politiques à tout moment, ou Mm. un taux de change variable qui est plus ou moins régulé et qui est sous, je dirais, un œil et un regard interne, local et externe avec des auditeurs? Malheureusement, il faut l'accepter. La Mm. perte est grande. L'économie aujourd'hui est complètement en effritement. On doit l'accepter, je ne me cache pas. Mais aujourd'hui, pour remonter, on est obligé de suivre les grandes normes opérationnelles. Avoir 7 taux de change comme nous sommes aujourd'hui, qui vont de tous les côtés, 151, 158, 161, le taux de change du chèque dollar, le taux de change du chèque de livre libanaise, un taux de change Mm. pour les taxes douanières, un taux de change au noir, 5 applications, on ne pourra jamais recommencer à monter. Nous, on va continuer. Et ça, c'est très clairement dit par le dernier rapport du Fonds monétaire. Nous sommes obligés d'avoir un taux de change unifié. Si ce taux de change unifié doit être légal et révisé, l'unique personne et l'unique structure qui peut le faire, c'est la Banque centrale. La Banque centrale a déjà testé SAIRAFA. SAIRAFA doit être le nouveau taux, mais la seule raison qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté malheureusement politique de garder un taux de change à 15 000 pour poursuivre le R4 caché à ceux qui restent aux déposants, Mm. et un autre taux de change qui devient le nouveau taux de change, qui est SAIRAFA, qui est utilisé pour les taxes douanières, les taxes de téléphone et tout ce qui est autre. Donc voilà pourquoi nous avons déjà 2 taux de change officiels. Quand de taux de marché noir, encore une fois, c'est un taux de marché noir, on ne sait pas qui le suit. Après 3 ans et demi de la crise, on suit tous des applications, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas comment ça travaille, on ne sait pas techniquement qui les gère. Donc Mm. on ne peut pas rester sur ce point. On doit avoir sur un vrai SAIRAFA Mm. officiel un unique taux de change qui est bien suivi, bien audité, avec les risques que ça engendre. Évidemment, ça, il y a des risques qui engendrent, on n'est pas sorti de l'auberge, mais on ne peut pas continuer à travailler vraiment de cette façon, de tous les côtés, et rester entre les mains des politiciens Vous internes, avez, oui, régionaux et externes. vous avez mentionné les différents circulaires, dont la circulaire 158. Comment expliquer l'allègement du processus de haircut sur certains dépôts bancaires avec l'amendement de la circulaire 158? C'est une excellente question, Maurice. Aujourd'hui, la 158, pour ceux qui n'ont pas suivi, aujourd'hui, je rappelle que la 158 de donner 400 $ à un taux de 12 000, ensuite il est venu au taux légal de 15 000, donc avec un haircut de 85%, et donner 400 $ en frais. Aujourd'hui, la 158 a été amendée pour donner les 400 $ uniquement en frais. Donc là, on est pour la première fois, la 158 ne fait plus un haircut sur les livres libanaises. Hmm. Donne-moi. Et pour ceux qui commencent nouvellement, je dois le dire parce que beaucoup de téléspectateurs ou de lecteurs ne savent pas, et ceux qui vont maintenant s'inscrire sur SAIRAFA, c'est sur un taux de 300 $. Donc là, sur le 158, finalement, le haircut a été complètement enlevé pour 2 raisons. D'abord, bon, pour donner ce pouvoir d'achat aux déposants, bien que, bon, on parle de 4 800 $ par an aux anciens et 3 600 aux nouveaux venus, mais d'autre part, pour réduire aussi la circulation de la livre libanaise. Donc, à travers la 158 qui donne uniquement des dollars frais, ben aussi on réduit la circulation de la livre libanaise. Donc, une fois de plus, on suit cette politique de réduction de la masse monétaire pour avoir plus un pays dollarisé avec des gens malheureusement plus pauvres qui ont moins les moyens, mais qui ont quand même des dollars en main vu l'inflation. Donc la 158 pour la première fois aujourd'hui a été révisée après 3 fois en éliminant les livres libanaises qui vont évidemment servir à la Banque centrale pour réduire la masse monétaire, mais aussi le petit déposant ou autre aura uniquement des dollars. Donc on réduit pour la première fois le haircut sur la 158, évidemment sur une petite somme, et je redis 4 800 $ par an
avant et 3600 pour ceux qui vont maintenant s'inscrire sur la nouvelle procédure, sur la nouvelle procédure de 158. Ma dernière question. Pensez-vous que la politique monétaire qui a été suivie par la Banque centrale, ou bien qui a été suivie pour gérer la crise, serait-elle maintenue après le 31 juillet? Donc, la politique monétaire suivie pour gérer la crise depuis 2019 sera-t-elle maintenue la même après le départ de Riyad Salem et de la Banque centrale? Regardez, c'est une question difficile, mais en même temps, c'est une question aussi facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique monétaire qui a été suivie par le gouverneur, mais aussi par le même conseil qui est autour, par les vice-gouverneurs qui sont autour. Parce que si un des vice-gouverneurs voulait opposer son veto ou être contre, on aurait pu savoir. Donc, la plupart des circulaires et la politique monétaire qui a été suivie, en tout cas dernièrement, évidemment, et la politique qui a été mise par le gouverneur sortant, mais aussi acceptée par les vice-gouverneurs. Donc, aujourd'hui, logiquement, je suppose que les vice-gouverneurs vont suivre cette même stratégie parce qu'ils étaient déjà bien informés et ont bien suivi. Et on n'a pas entendu ni lu qu'il y a eu des conflits à l'interne, mais moi je pense qu'il y avait une certaine complémentarité et synergie entre ce groupe de décision. Mais la question qui se pose, c'est un peu l'interférence de la politique. L'interférence politique sur le gouverneur, bon, on la connaît, on l'a suivi, etc. On doit bien voir l'interférence politique qu'il y aura sur les vice-gouverneurs. Est-ce qu'il y aura interférence politique ou pas? Aujourd'hui, une banque centrale, comme ça s'est passé, elle ne peut pas travailler toute seule. Une banque centrale travaille avec un ministère des Finances. Une banque centrale travaille avec un conseil de ministres. Une banque centrale ne peut pas travailler uniquement. Elle n'est pas sur une planète. Aujourd'hui, elle a été sur une planète. Le gouverneur Riyad Salamé, encore une fois, sans tirer des boulets rouges, ni attaquer, ni défendre, a pu gérer souvent sans ministère des Finances, sans ministère technique, avec des conseils de ministres, sans président sur une trentaine d'années. Évidemment, de grandes erreurs ont été faites. On sait le crash qui s'est passé qui est responsable à grande partie. Mais voilà, aujourd'hui, cette page se tourne. Une nouvelle page se tourne aujourd'hui avec des nouveaux vice-gouverneurs qui ont fait partie de l'équipe dernièrement, mais aujourd'hui avec un problème financier et technique qui ne fait que s'engouffrer de plus en plus. Encore une fois, suivant le dernier rapport du Fonds monétaire de fin juin 2023. Donc la question directe, je suppose que oui, ils vont suivre la même politique parce qu'ils ont fait partie de cette politique. Quant aux ingérences politiques, on ne peut pas savoir combien ça va affluer. Je doute fort qu'ils puissent prendre le risque parce qu'il y a des grands risques de changer. Aujourd'hui, on a quand même eu une stabilité les derniers mois sur le taux de change. Donc, essayer de changer et lâcher la stabilité, il y a une très grande partie de responsabilité sur eux, sur la Banque centrale. Et encore une fois, on parle d'une Banque centrale aujourd'hui qui va être gérée par des vice-gouverneurs, encore une fois, avec un ministère des Finances démissionnaire, déjà qui est le ministère de tutelle, avec un gouvernement des affaires courantes démissionnaire qui peut à peine se réunir, qui n'a pas pu nommer un gouverneur, parce qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires courantes, s'il y avait un accord, aurait pu nommer un nouvel gouverneur, même en absence d'un président. Mais on sait que ça doit être voté aux 2 tiers et autres, ce qui est impossible. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions. J'espère que les vice-gouverneurs vont rester une main soudée. Donc aujourd'hui, avoir ces signatures ensemble a aussi une réponse psychologique. C'est-à-dire que les vice-gouverneurs s'entendent, sont d'accord, ont une même politique. Donc aussi, il y a un apport positif. Ce n'est pas que chacun a fait un communiqué. On a un communiqué unique donc, qui montre qu'ils vont être tous d'une main forte ensemble, ce qui est extrêmement important. L'unité de la Banque centrale est très importante. Bon, on veut aussi une unité de commandement qui sera par le premier vice-gouverneur, mais on ne peut pas gérer un pays dans la plus grande crise économique et sociale complètement démantelé. On ne peut pas gérer un pays et avoir toujours des intérimaires dans toutes les solutions. C'est clair. Si le problème de la Banque centrale n'est pas géré, on a le même dans la sécurité, on a le même qui arrivera bientôt au commandant de l'armée, et on arrivera à une destitution totale des institutions. Donc je vais clôturer en disant finalement qu'on est vraiment sur une croisée de chemin où on va suivre sur une constitution, avoir un président de la République, un premier ministre, un conseil des ministres, un gouverneur, des responsables et rebâtir le pays très rapidement et la croissance peut se passer et on s'attend à un été très favorable. Ou bien on va, comme l'a dit le Fonds monétaire, sur un effritement total de toutes les institutions publiques, monétaires et financières. On pourra faire un rapistolage de très peu court terme, mais malheureusement le pays ira de mal en pire. Donc on est à une croisée de chemin très claire. Je vais prendre le chemin positif et dire je suis positif, on peut rebâtir la croissance. On est un petit pays qui coule vite, mais qui peut reprendre. Il faut la confiance, ils vont les mêmes personnes. On dit ce qu'on pense et on croit encore en nos jeunes et on croit en notre pays et on croit surtout au secteur privé. Fouad Zmekhoul, vous êtes doyen de la faculté de gestion et de management à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et aussi le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais Midel. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Notre invité aujourd'hui est le député du Rassemblement démocratique Marouane Ahmedi que j'ai le plaisir de recevoir. Merci, le plaisir est le mien.
Vous avez eu la chance hier de suivre l'interview de l'ex-président Michel Aoun. Oui, la malchance, heureusement qu'elle n'était pas très longue, mais elle était pleine de contradictions. Et il a bien déclaré que s'il était aujourd'hui au pouvoir, il aurait présenté sa démission. Il aurait dû le faire au début de son mandat, quand il a découvert que son gendre avait pratiquement pris le pouvoir en lieu et place du président. Moi, j'ai fait partie du premier gouvernement et j'ai découvert que ceux qui menaient la danse à cette époque n'était pas le président à qui on apportait un papier avec quelques notes dactylographiées qu'il lisait, puis il laissait le débat se dérouler, et le débat se déroulait selon le bon vouloir de son équipe, et avec évidemment beaucoup de, je dirais, d'absence de réaction du Premier ministre à l'époque, M. Hariri, qui aurait dû être le rempart face à cette expansion aouniste dans l'esprit et la lettre de l'application de la Constitution à travers l'acte gouvernemental. Et dès l'époque, on a vu que ce qui était présenté comme étant la défense des droits des chrétiens n'était autre chose que l'abus de pouvoir au détriment des chrétiens, au détriment de l'État libanais, de la constitution libanaise. En fait, cet État libanais a été créé à cause d'une communauté chrétienne en Orient, avec évidemment tous les artifices qui l'entourent et qui ont été une richesse pour le Liban. Mais la véritable transformation que l'on voyait venir avec les Syriens, mais les Syriens avaient limité, il y avait une mainmise sur l'État, mais la mainmise d'un État sur l'État. C'est quand cet État a été vraiment noyauté de l'intérieur, complètement vidé de sa substance, par le Hezbollah d'une part, qui a... Vous rendez le Hezbollah responsable plus que le président Aoun ou non? C'est oui, le président Aoun qui en est responsable. Historiquement, le Hezbollah a commis un acte de lèse-constitution. Quand on s'arroge le droit d'avoir une armée parallèle, de mettre la main sur les institutions, d'infiltrer tout, de profiter de l'argent de l'État et en même temps d'être sur le payroll iranien et donc de mettre la main sur tout ce qui fonctionnait au Liban et qui ne fonctionne plus malheureusement à cause de cela. Mais le principal complice de cette opération a été l'appétit de Michel Aoun et de son équipe, mais ce souci de devenir président qui nous rappelle un peu les livres qu'on lisait quand on était jeune, les Is No Good. Certainement, moi j'ai choisi de commencer par la politique parce qu'il y a cette corrélation qui existe toujours entre la politique et l'économie, donc on ne peut pas séparer entre les deux. Qui est absolument dirimante et qui est absolument majeure. Il n'y a pas au Liban d'économie sans politique. Sans politique. Vous pensez, M. Ahmedi, qu'aujourd'hui on fait face à une crise de régime au Liban, ou bien c'est l'application de la Constitution, ou bien il faut remettre en question tout ce système? Non, eh bien, il y a une crise de régime, pas une crise de système. Le système est mal appliqué par le régime en place. Mais le système, qui est une succession depuis 1920 de consensus, de compromis, mais de compromis allant dans le sens de l'établissement d'un État libanais, les distances qu'il doit prendre à l'égard de son environnement pour rester à l'abri des grands bouleversements régionaux, et il y en a eu depuis 1920. On est passé par les guerres mondiales, par la décolonisation, etc. Mais surtout, c'est le fait qu'il y a trois temps majeurs pour moi. Il y a 1920, la déclaration du Grand Liban, 1943,
le pacte, ni Orient ni Occident, ce que Georges Nakache appelait les deux négations, mais qui étaient deux négations à incidence positive à l'époque, c'est-à-dire ne pas s'imbriquer avec les problèmes des uns et des autres. Et l'accord de Taïf, qui a transformé les deux négations en deux affirmations, un Liban définitif et souverain dans ses frontières, un Liban définitivement arrimé. Qu'est-ce qui reste de Taïf aujourd'hui? Il reste Taïf, mais pas son application. Qui n'a pas été appliqué à 100%? Il reste un texte qui est légitimé constitutionnellement, donc c'est toujours la constitution du Liban jusqu'à nouvel ordre, qui a été plus ou moins amoché par l'accord de Doha, qui a profité des manquements d'application de Taïf pendant l'époque d'obédience syrienne, puis qui a rajouté, qui a attelé la charrue aux chevaux de l'Apocalypse, qui étaient ceux du Hezbollah, et qui nous entraînent vers justement cette Aujourd'hui, on apocalypse. attend le retour de M. Le Drian, qui arrive après le 14 juillet à Beyrouth. On est au courant qu'il y a une certaine initiative qui va être prise au niveau d'un nouveau dialogue, peut-être, au sein du Parlement libanais, ou bien est-ce qu'on va passer à un nouveau dialogue, pas au Liban, quelque part? D'énormes choses à réparer. Et la France a toute la bonne volonté qu'il faut. Elle ne l'a pas toujours exprimée de la meilleure manière. Si le dialogue part d'un accord qui est celui de Taïf et qui liste les manquements et qui laisse à plus tard, non, même pas à plus tard, mais qui prépare les modifications plus tard. Si on commence par modifier Taïf aujourd'hui, on fait sauter la baraque, le Liban retombe dans la guerre civile. Et une guerre civile compliquée par le fait qu'il y a une milice armée d'une part, une armée, mais qui est une armée composite de toutes les communautés, et qu'on n'a pas encore mis à l'épreuve du feu intérieur. On l'a mis à l'épreuve du terrorisme, elle s'est très bien comportée, à l'épreuve d'un certain armistice ou état de cessez-le-feu, mais une partie de la 1701, pas entièrement, a été appliquée par l'armée, pas toute la 1701, parce qu'il y a Israël qui ne l'applique pas, mais il y a surtout le Hezbollah aussi qui ne l'applique pas. Et donc, il faut aussi avoir l'œil et le cœur sur l'armée. Ce n'est pas le moment de faire subir à l'armée les contre-coups d'une dislocation de Taïf et donc de l'éclatement du Liban en communauté. Parce qu'on retrouverait la situation de 1983 où la troupe a suivi chacun dans ses casernes ses propres communautés. La 2e brigade est allée à Tripoli sunnite, la 11e Druze à Hamana. Mais M. Ahmed, passer aujourd'hui à un nouveau dialogue, est-ce qu'on ouvre la porte à un nouveau, on va dire, un amendement de la Constitution ou bien à la répartition du pouvoir? Ce n'est pas le moment d'amender la Constitution. C'est le moment de l'appliquer, de revenir à la Constitution, d'élire un président, que ce président soit quelqu'un qui ne fasse pas sauter la baraque, c'est-à-dire qui ne parte pas en guerre contre l'Iran, mais en même temps qui ne tombe pas... Quel profil de président? Un profil comme étaient ceux que nous avons proposés. Le Rassemblement démocratique avait proposé, par la voix de Walid Jumblat à l'époque, il avait parlé de Joseph Aoun, de Jihad Azzour, de Salah Hnein, et d'autres noms également, en disant... Et pourquoi pas Slimane Frangieh? Parce que Slimane Frangieh, la manière et l'historique, la manière par laquelle le Hezbollah et Amal l'ont présenté comme candidat, et ils l'ont présenté ou ça ou rien. C'est comme si quelqu'un met à la roulette ou au poker, tout son solde sur un jeton, sur une carte, et vous empêche bloque le jeu. Alors que Slimane Frangieh a, par ses relations
avec le régime syrien et à travers le régime syrien avec l'Iran, des boulets aux jambes. Le personnage, je ne discute pas du personnage, c'est un ami, nous l'aimons bien. Je parle de son statut politique. Et son statut politique ne le met pas au centre. Il le met d'un côté. Or, d'une part, quand on a renoncé à Michel Maouad, qui pouvait être un candidat de compromis, mais qui a été refusé d'emblée, Michel Maouad n'est ni un agent américain, ni un agent israélien. Michel Maouad est un bon Libanais, un type capable. Bon, ils l'ont refusé d'emblée. Après tous ces essais, on a essayé les solutions du milieu. Quand vous dites, là, on va au dialogue et on n'adopte pas un candidat qui puisse lui-même peut-être diriger le dialogue. Si nous avions un président aujourd'hui, on ne serait pas perdu entre... Qui va diriger Qui va diriger? C'est le patriarche, c'est le mufti. Mais, patriarche et mufti, c'est Monsieur Le Drian. Monsieur Ahmadi, aujourd'hui, on fait face à de nombreuses échéances devant nous. D'ici quelques mois, nous avons par exemple l'histoire du gouverneur de la Banque centrale. Vous êtes avec ou bien vous acceptez d'élargir le pouvoir de ce gouvernement, du gouvernement de Najib Mikati, et pouvoir gérer les choses d'une façon adéquate durant les semaines qui... Ce gouvernement, vous acceptez que ce gouvernement nomme un gouverneur de la Banque centrale? Est moins nocif que la catastrophe qu'on a eue avec Hassan Diab, la catastrophe. Moi, je considère Hassan Diab et son gouvernement comme les assassins du Liban. La révolution d'octobre 2019 visait à restaurer la confiance au Liban par des réformes, par une... Vous voulez dire ici avec le défaut de paiement qui a été voté par le gouvernement? Absolument. Ce n'était pas un défaut de paiement. On est venu dire au monde entier, le Liban ne tient plus ses obligations actuelles, précédentes et futures. Allez vous faire voir ailleurs. Ça ne s'est jamais vu, cela. Ça ne s'est jamais vu alors qu'on aurait pu négocier. Vous rendez seulement Hassan Diab ici responsable ou bien... Alors, la clique autour de lui. La clique, une partie est à Paris. Mais pour ou quelle ailleurs. fin ces décisions ont été prises? Chacun avait une fin. Hassan Diab a exécuté un plan auquel le Hezbollah n'est pas étranger. Détruire l'économie libanaise libérale. Oui, c'est un personnage abject. Bon. Autour de lui, quelques jeunes, peut-être valables, chacun dans son coin, mais qui sont devenus un ramassis de gens venant exécuter, je les accuse de meurtre en série. Ce n'est pas des meurtriers en série, mais ils ont fait un meurtre par à-coup qui a abouti finalement à cette catastrophe du 4 août, qu'on ne peut pas occulter, hein, parce que si on voit comment le Liban, la descente finale aux enfers, le président nous avait promis les enfers si nous ne faisions pas ce qu'il voulait. Bon, on a fait largement ce qu'il voulait. Sur l'électricité, on a été privé d'électricité. Sur les télécoms, il n'y a plus de télécoms. Sur les finances, il n'y a plus de finances. Sur la politique étrangère, on a détruit nos relations avec le monde arabe et l'Occident. On a fait en grande partie ce qu'il voulait au détriment du Liban et au bénéfice du Hezbollah. C'est là où le jeu s'est faussé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont été aux affaires étrangères, à la défense, à la justice, etc., et aux finances, pendant le cabinet Hassan Diab, sont tous partiellement Revenons à Najib Mikati. Donc, vous voulez me dire que vous êtes contre l'élargissement du pouvoir. C'est un gouvernement d'expédition des affaires courantes. Il faut élire un président. Mais si aujourd'hui on n'a pas un président d'ici 2024, soi-disant, nous avons l'histoire de Joseph Aoun, nous avons l'histoire de Riyad Salimi, donc comment faire alors? On est en train d'être complice de la dislocation de toutes les institutions libanaises. Vous pensez que ça s'est planifié aussi? Oui, c'est planifié. Par qui? Par le Hezb, par l'Iran. Et tout ce qui a été raconté sur un accord
irano-saoudien, à mon avis, sur le Liban, nous n'en avons pas vu les conséquences, à part quelques cocktails, quelques idées et rien de plus. Mais des conséquences sur le sort du Liban comme pays indépendant, arabe et souverain, et démocratique et libéral sur le plan économique, nous n'avons vu aucun progrès sur ce plan. Au contraire, la dégradation continue. Et si nous perdons, ce n'est pas que nous allons perdre des têtes de file maronites ou chrétiennes à des postes de responsabilité. C'est peut-être le hasard qui a fait les choses là, que leurs échéances sont proches. Mais ce sont des postes d'importance majeure. Certains aussi, sinon plus importants que la présidence de la République. Et donc, si on laisse la Banque centrale partir en morceaux, l'armée être livrée à on ne sait quel décideur, parce que s'il n'y a plus de commandant en chef, il n'y a pas, on a privé le pays d'un chef d'état-major qui appartient à la communauté druze par le hasard à distribuer ainsi les choses, mais c'est une communauté qui n'effraie pas les grandes majorités réparties dans les autres communautés. On est en train d'asséner au Liban et les derniers coups de grâce et finalement de le mettre devant un choix, ou bien vous subissez totalement la loi du plus fort, ou vous vous ralliez à ceux qui veulent larguer les amarres et lâcher une partie du Liban. On s'attend à quel scénario après le départ de Riyad Salem et de la Banque centrale, vous pensez? Pour l'instant, les choses sont bien gérées? Les choses seront gérées par le vice-gouverneur. Jusqu'à nouvel ordre? Qui est un garçon bien, qui est jusqu'à nouvel ordre. L'important, c'est que la politique ne vienne pas contaminer les vice-gouverneurs et qu'on retrouve... Vous sentez cela? Oui, oui, qu'on retrouve à l'intérieur du Conseil exécutif les mêmes virus qui affectent l'État libanais et ce qui reste de sa vivacité. À ce moment-là, si on a à la tête de l'armée ou avec l'armée quelqu'un qui n'est pas ni commandant en chef ni chef d'état-major, c'est livré à n'importe qui. Si à la Banque centrale aussi ça va en pièces, je ne donne pas cher de la survie du Liban. Le fédéralisme est sur la table. Oui, oui. On discute bien de ce... Oui, il y a des gens qui vont plus loin même. Oui. Vous pensez quoi? Écoutez, il faut commencer par une décentralisation financière, administrative, écoutez, ou bien non pas le fédéralisme maintenant? Écoutez, dans l'état actuel des choses, il y a une entité qui est déjà en état fédéral, qui a son armée. Parce que l'argument ici pour une relance économique, une relance sociale, il faut passer à un nouveau système. Donc voilà. Donc si vous passez à un nouveau système, si vous passez au fédéralisme, bon, vous avez une armée unifiée ou bien on garde l'armée du Liban et l'armée du Hezbollah. Ce n'est pas du fédéralisme. À ce moment-là, tout va partir en morceaux. On va tomber dans le confédéralisme et non plus le fédéralisme, et peut-être pire que cela. Et il y aura des gardes nationales dans chaque région et finalement des armées différentes. Et ce que je crains, parce que nous l'avons vécu à travers l'histoire libanaise, à l'époque des deux Kaïmakama, c'est la guerre civile permanente. C'est la guerre civile permanente. Le choc, on a séparé le Liban en deux Kaïmakama, 2 siècles auparavant. On a eu 20 ans de guerre civile, une infiltration étrangère, une intervention de la France directe. Tous les consuls à l'époque, les ambassadeurs, il n'y avait pas d'ambassadeurs, puisque l'État ottoman était l'État qui dirigeait la politique, qui ne dirigeait plus rien, c'était l'homme malade, mais c'était les consuls qui dirigeaient les choses. Qui dirigeaient les communautés. Il y avait les Anglais avec les Druzes, les Français avec les Maronites, les Austro-Hongrois avec les catholiques, les Russes avec les Grecs orthodoxes, ainsi de suite. Et ça allait très bien entre eux, très mal pour le Liban. Il faut éviter absolument
un saut dans l'absolu. Il faut discuter parlementairement d'une décentralisation administrative. Elle est prévue à Taïf. Il faut parler d'un Sénat. Il est prévu par Taïf. Il faut établir le comité supérieur présidé par le président de la République pour étudier la déconfessionnalisation progressive du pays. Vous ne pouvez pas sauter dans l'inconnu aussi. C'est prévu par Taïf. Prenez l'article 95 de Taïf, il prévoit tout. Prenez le préambule et l'article 95, le préambule qui parle d'un État souverain, etc., des droits, des libertés communautaires. Quand on pousse le consensuel à être tout le monde dignette à l'autre. Vous étiez aussi ministre et vous savez très bien qu'aucune décision ne peut être prise dans un gouvernement si une majorité ou bien tout le monde est d'accord. Et il y avait des majorités et des minorités. Quand on a dit que on n'a pas permis au plan d'électricité de se faire, qu'est-ce qu'on n'a pas permis? On a refusé des contrats de gré à gré sur des milliards et des milliards de dollars. Et donc, ils vous ont rendu responsable et de la perpétuation des navires. Si vous... Alors, vous ne nous avez pas laissé faire. On ne vous a pas laissé continuer de voler. Pas on ne vous a pas laissé faire. Et en fait, l'alliance qui se faisait dans les conseils des ministres était entre le PSP, les forces libanaises, et souvent, le Hezbollah. Il faut faire attention à cette... Quel rôle? Le rôle que quand les aonistes allaient trop loin, ils mettaient le holà. Un rôle qu'ils essayent de jouer maintenant, ou qu'ils prétendent jouer. Donc, ce que je veux dire, hier, le président Aoun a bien critiqué d'une façon indirecte le Hezbollah aussi. Oui, après quoi? 2 ans et demi de blocage, lui et le Hezbollah, pour lui permettre de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il en a fait de ce pouvoir? Il a donné l'essence du pouvoir, la moelle, la substantifique moelle de ce pouvoir au Hezbollah. Il en a gardé la superstructure, des apparences, et finalement... Passons aux réformes, oui. si vous le permettez, monsieur Ahmedi. Vous étiez au pouvoir, vous étiez ministre. Qui vous a interdit de prendre des mesures au niveau des réformes, ou bien d'appliquer ces réformes-là à différents niveaux? Eh bien, au niveau du secteur public, je vais parler, au niveau de la contrebande, au niveau de l'évasion fiscale? À aucun moment, la contrebande n'a été au niveau actuel. Maintenant, nous sommes devenus la capitale du Captagone dans le monde et le réceptif de tout ce qui vient d'Amérique du Sud. Bon. Ça, ce n'était pas le cas. Concernant les réformes, nous avons essayé, à travers les lois sur les télécoms, sur l'aéroport et le port, sur l'électricité, des lois qui sont toujours en application ou en non-application parce que le Hezbollah et les aonistes ont dit non. Nous voulons réformer ces lois avant de les appliquer. Un rapport qui est bien considéré aussi dangereux, c'est le rapport d'Alvarez, de l'audit. Et pour l'ex-président Michel Aoun, c'est Nabih Berri, c'est ses alliés, donc vous en êtes responsable de cacher ce genre de rapport, parce que ce rapport vous rend responsable de... Nous n'avons rien à faire, ni avec ce rapport, ni avec le recours à Alvarez, dont nous connaissons toutes les circonstances, ni avec le rapport préliminaire, auquel nous ne rajoutons rien, nous n'enlevons rien, nous n'avons même pas accès, n'est-ce pas? On attend le rapport définitif. Sur la base de ce rapport définitif, que les gens qui ont commis des infractions majeures, ou des infractions même, sur il faut les rendre responsables. Il faut les rendre responsables, il faut les juger. Je vous le dis là ouvertement. Mais le fait d'utiliser chaque fois cela pour détruire encore plus l'ossature de l'État libanais, ça ne sert à rien. Attendons ce rapport Alvarez. Discutons sérieusement avec le FMI. Mais le FMI ne peut pas dire
Moi, j'ai une formule sacro-sainte pour remettre le Liban pour sur remettre le la Liban. voie, Alors que, la voie de la oui, relance. alors que nous savons tous qu'il y a dans dans ces recettes du FMI des choses qui vont à l'encontre, qui peuvent s'appliquer peut-être ailleurs, et d'ailleurs elles n'ont jamais été vraiment très réussies. Bon, en Grèce et à Chypre, il y avait l'ombre de l'Union européenne. De la Banque centrale Bon, européenne nous, aussi. il y aurait eu chez nous un background si nous avions encore les Arabes. Si M. Hezbollah et M. On n'étaient pas allés et avaient coupé les liens, avaient insulté Avec le les Golfe. Arabes, avaient fait des guerres. Des guerres en Irak, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn, etc. Qui interdit l'application de réformes au niveau de l'invasion fiscale, au niveau de la contrebande, de l'électricité, du secteur public. Il faut réformer, restructurer le secteur public aujourd'hui. Il faut maintenir l'État. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, il y a une chambre où il n'y a pas de majorité. Mais on avait un président, on avait un gouvernement, Bon, on n'a rien fait. Et parce que le président prétendait faire, il n'a rien fait. Les gouvernements successifs n'ont rien fait. Et finalement, malheureusement, la révolution d'octobre 2019 a d'un côté dérapé et de l'autre côté, elle a été matée. Le Hezbollah est descendu Vous êtes dans la convaincu rue. que le Hezbollah veut le FMI? Le Hezbollah ne veut rien, il ne veut pas du Liban. Il veut de cette situation qui continue, dans laquelle il a, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, his cake and eat it too. C'est tout à fait ça. Il a l'État libanais à ses genoux et il a son propre État qui domine. Qui dit mieux. Mais pour vous, vous considérez que le FMI est un passage inévitable? Est un passage inévitable À condition que le Liban, dans son esprit de la perpétuité d'un État libéral, indépendant et souverain, ait son mot à dire. Mais la recette telle qu'elle est venue... c'est ça. Vous voulez dire qu'il faut négocier, qu'il faut s'asseoir et pour sur négocier, table et dire que oui et non. Et non pas dire que non, voilà, c'est ça ce que veut pour négocier, le FMI. M. Bata, il faut un président. Vous aviez un président. Quel président nous avions? Vous m'en parliez en début de Cette entrevue. De cette entrevue. Quel président nous avons eu? Quel président nous avons eu? Comment vous évaluez la façon dont M. Saad Echemi a géré les choses avec le Fonds monétaire de négociation? Très mal. Très mal. D'ailleurs, il n'ose plus nous expliquer quoi que ce soit à la Chambre. Il vient. Pourquoi il a fait ça? Il vient, Jérémy Had, vous ne m'avez pas laissé faire, vous en tant que député? Toute la Chambre. Il est protégé des invectives des députés par les chefs des commissions parlementaires. Là, ces interventions sont ineptes, n'apportent rien de nouveau, nous placent ce rapport avec des extras qui viennent de chez lui concernant... Il n'a fait que faire, il s'en fout totalement, j'utilise ce nom, des dépôts des Libanais, des économies que les Libanais ont faites, du mode de vie qui a fait la prospérité du Liban. Ça lui est égal. Il travaille pour le Liban ou pour le Fonds monétaire français? Qui gravite autour de ce gouvernement. Un esprit PPS. Les gens ne connaissent pas ce que c'est le PPS. Le PPS, c'est le parti maintenant qui s'appelle National Syrien, qui n'a jamais cru au Liban et qui n'a jamais cru donc au système parce qu'il y avait un parallélisme entre le système libéral, la prospérité du Liban et cette volonté de vivre en commun. En fait, quand on parle de la nation, revenez à Renan. Tous les jours, il y a un examen pour la volonté des individus de vivre en nation. Ça se répète, c'est pas la langue, la religion, tout ça, ça rajoute, ça diminue. Mais c'est plus que ça. C'est la volonté de vivre en commun. Et là, dans les sociétés modernes, c'est
l'économie, les succès de l'économie qui cimentent les sociétés. Ce qui a cimenté l'Allemagne, ce qui a détruit l'Allemagne de l'Est et l'a ramené, ce qui a détruit le bloc soviétique, c'est le succès de l'Europe de l'Est, de l'Ouest. C'est le succès de la RDA contre la RFA. Ce qui a maintenu la France en 1945, c'est le succès du gaullisme social sur le Parti communiste qui avait 25% des voix pures des Français. Donc, on ne peut pas venir et dire le Liban est un pays qui est à la remorque de la Syrie ou de l'Iran ou de l'Arabie ou de l'Irak ou de l'Égypte. Quand il était à la remorque de l'Égypte, il y a eu des problèmes. De la Palestine, il y a eu des Pour problèmes. revenir à ce gouvernement, vous voulez me dire que ce gouvernement pense... Il faut un président neutre, Ouais. un président neutre, un gouvernement de technocrates, mais avec l'aval des forces politiques qui le laissent travailler. Pas je lui chicane le oui et le non à la manière de la Chambre actuelle, de la présidence de la Chambre actuelle, et refaire une administration. Donc on commence d'ici. Il faut commencer Par le politique. commencer par le président, un gouvernement, remettre Parallèlement, les négociations avec le Fonds monétaire sur les rails. Oui, on ouvre un dialogue pour améliorer Et comment sortir de l'histoire de Hezbollah alors? Le Hezbollah, c'est justement... Ça c'est régional, ça c'est ça. Non. Le président neutre, c'est déjà sortir du Hezbollah. Le président neutre. Un président qui ne soit pas à la remorque de n'importe quel pays étranger, c'est déjà mettre un frein aux ambitions du Hezbollah. Il me reste 2 minutes seulement. Je voulais vous poser une question à propos du ministère de l'Éducation. Vous étiez aussi ministre de l'Éducation. Et la décision qui a été prise au niveau des épreuves officielles du brevet. On ne peut pas comparer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus comparer des on pommes. remet aussi ici le directeur général du ministère de l'Éducation et du chef du département de l'enseignement privé, Imad Lachal, a confirmé que le ministère s'emploie à mettre en point un examen national pour les élèves du brevet en remplaçant les épreuves officielles du brevet. Les étudiants, les élèves, ils sont Il aurait perdus. dû maintenir le brevet. Pourquoi un Donc, examen voilà. Pourquoi faire ça? Ils sont en train de jouer à saute-mouton avec l'éducation nationale. Et, ça, c'est hyper grave. Je ne peux pas comparer, je ne peux pas condamner l'actuel ministre et l'actuelle direction parce que les circonstances sont tellement différentes. Moi, j'ai eu des bacs qui se sont déroulés français et libanais parfaitement. Je n'ai jamais donné des IFEDET ou des certificats. J'ai eu des brevets qui étaient... Les choses fonctionnaient. Il y avait encore une administration et il y avait les professeurs. Je n'ai pas eu de la grève des professeurs, il n'y avait pas eu la crise, donc je ne peux pas comparer cela. Mais je peux vous dire une chose, c'est que on pensait déjà éliminer le brevet, mais le remplacer par des sortes de plateformes de départ pour les études post-complémentaires qui ouvrent la voie à les études techniques. Oui, pour aller vers le technique, les différentes professions à partir de la seconde. Et le brevet, c'était simplement pour dire, bon, ils ont fait... On peut pas se réveiller un jour et dire que voilà, vous n'avez pas de brevet. 48 heures après, dire aux élèves, non, vous allez avoir un examen. Non, ça c'est une manière erratique de diriger le ministère. Monsieur Marouane Ahmedi, vous êtes député du Rassemblement démocratique, je vous remercie pour cette entrevue. Merci. Mes chers téléspectateurs, et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.